J'ai découvert le convoyage un petit peu par hasard. Je faisais mes études de droit et comme tout le monde, il fallait que je paye un petit peu mon quotidien. C'est sûr qu'à l'époque, quand on me disait qu'on pouvait gagner de l'argent en roulant des véhicules neufs, comme tout le monde, je pense que ça se refuse pas, tu vois. Et je faisais des 4000, 5000, 6000 euros par mois, mais j'étais tout seul. Donc les gens, quand ils disent ouais, c'était l'âge d'or, c'était beaucoup plus simple, c'est n'importe quoi. C'est-à-dire que moi, je payais 500 euros par mois à l'époque. Pendant 3-4 mois, j'étais pas rentable. Je déboursais peut-être 500, 600 balles et je rentrais 350, 400 balles. En fait, si tu veux, on avait compris quand même assez rapidement que le métier, c'était pas conduire. Conduire, en fait, ça fait partie de l'activité, mais ça représente qu'un petit pourcentage. Aujourd'hui, tu sais très bien que la satisfaction client, elle se ressent sur tout ce qui va se passer à côté. Salut Benoît, ça va? Nickel, ça fait un moment qu'on s'est pas retrouvés, histoire de discuter du passé et puis de notre parcours. Ce serait sympa de revenir en fait sur le convoyage qu'on a connu il y a 11 ans, enfin plus de 10 ans en tout cas maintenant. Ouais, revenir sur ce qu'était le convoyage à l'époque, sur notre parcours individuel et sur notre rencontre qui a fait que on a eu un parcours commun par la suite et puis on s'est plus quitté d'ailleurs, hein. D'ailleurs, non, on s'est plus quitté, mais ouais, tu le dis bien, bah, ça fait plus de 10 ans, ça va bientôt faire 12, hein, d'ailleurs, quand tu dis 11, voilà, c'est 2015, donc le temps avance, et effectivement, tu t'es lancé, seul c'est un grand mot, mais voilà, t'es lancé dans l'aventure du convoyage, t'as commencé, on va dire, t'as défriché le terrain avant que je te rejoigne, on va dire plus concrètement à temps plein, et je pense que ouais, c'est intéressant de faire un petit comparatif entre comment c'est aujourd'hui et comment c'était à l'époque. C'était en gros, c'était quoi la situation au démarrage en 2015? Ben clairement en fait en 2015 c'était une autre époque. Déjà pour ceux qui me connaissent pas, moi c'est Benoît, donc je suis un des fondateurs le fondateur de Bootlead. Kevin m'a rejoint plus tard. Mais c'est clair qu'en 2015, moi j'étais en micro, j'ai découvert le convoyage un petit peu par hasard. Je faisais mes études de droit et comme tout le monde, il fallait que je paye un petit peu mon quotidien. J'avais pas de bourse, donc j'avais postulé à une annonce à l'époque. Il y avait pas, en fait, le convoyage aujourd'hui, comme on le connaît, était pas forcément très popularisé. Il y avait les plateformes, c'est vrai. Moi, je les ai découvertes par la suite, et encore des plateformes qui ont disparu maintenant. Ouais. Des grosses plateformes. On va pas les citer, mais voilà, les anciens se reconnaîtront et sauront à quelle plateforme je fais référence. Mais quand j'avais commencé, ouais, j'avais commencé avec une société qui faisait en fait de la location courte durée. Ouais, ouais. Et en fait, je faisais de l'entre-agence. C'est comme ça que j'avais commencé en parallèle de mes études. Donc vraiment pour se faire un petit peu d'argent. C'est sûr qu'à l'époque, quand on me disait qu'on pouvait gagner de l'argent en roulant des véhicules neufs, comme tout le monde, je pense que ça se refuse pas, tu vois. Donc pas forcément on va dire pas de diplôme, il fallait pas forcément de grosse expérience. Et je trouvais ça, je me suis dit, bon, ça a l'air assez sympa, assez simple. Et je me dis, ok, je me lance, j'y vais. Et donc, ouais, courant 2015, je crois, septembre ou octobre 2015, je me suis lancé. J'ai fait ça pendant presque 6 mois en parallèle de mes études. Et ce qui est arrivé, c'est que la société pour laquelle je travaillais, en fait, elle a coulé pour des raisons, je crois que je me rappelle plus trop. Je sais plus s'ils avaient perdu un contrat ou autre. Mais en fait, cette grosse agence de courte durée m'a proposé de reprendre le contrat dans la ville où j'étais, donc à Mulhouse. Et c'est comme ça que ça a commencé. Donc, début, je faisais de l'entre-agence. Donc, pour le même groupe, je livrais, euh, ça pouvait être de Mulhouse à Strasbourg, Mulhouse à Metz, etc. Et il m'appelait de plus en plus souvent parce que je faisais bien le travail, parce que c'était pas facile aussi de trouver quelqu'un
avec un statut de micro-entrepreneur. Il faut savoir que le statut de micro-entrepreneur, si je me trompe pas, il existe depuis 2008. Qu'en 2000, moi j'avais commencé en 2015, donc ça faisait 7 ans, mais c'était pas quelque chose qui était très répandu. On va dire que le micro-entrepreneur, en fait, c'était souvent de la livraison à vélo, tu sais, Uber Eats, etc. Ouais, c'était Mais c'était connu pour ça, ouais. exactement, mais dans le commérce Ouais. automobile, ça se faisait pas trop. Et moi, j'avais personne autour de moi. Donc la grosse galère pour ouvrir la société, il y avait pas toi portée de main genre legal place, il y avait pas tout ça. C'est Et t'allais même, à la CCI, tu galérais en fait. ouais, même le portail INPI maintenant, Ouais, il y en a qui trouvent ça chiant, mais à l'époque c'était encore au non, papier. bien sûr. Euh, mais justement pour faire petite parenthèse là-dessus sur à l'époque versus maintenant, deux sujets. Il me semble que il y avait quasiment que de l'entre-agence sur de la courte durée. Parce qu'entre-temps, on a maintenant des locations longue durée, on a les Voilà. concessionnaires qui sont mis, on a des parcs automobiles qui commencent à s'y mettre aussi, qui font Ouais. des flottes d'entreprises, ce genre de choses. En fait, petit à petit, c'est venu avec le temps, mais à l'époque, il me semble qu'il y avait quasiment que de l'entre-agence pour les locations courte durée. Le convoyage, quand toi, tu as commencé en Alsace, vous étiez peut-être deux ou trois, je crois, sur le Moi, secteur. je Et crois que j'étais. t'étais, et si je me souviens bien, parce que quand on discutait à l'époque, tu m'avais dit que tu étais monté à Paris pour, je sais pas si Ouais. c'était une formation officielle, mais tu Si, étais si, monté à ben, en Paris fait, pour. exactement. En fait, j'avais répondu en fait à une demande d'un gars qui avait besoin en fait de quelqu'un pour l'Alsace, mais le gars était basé à Paris. Je peux pas donner le nom, voilà, on donnera pas de nom, mais je suis monté en fait à Paris avec mon petit bagage. Donc j'ai investi de moi-même un hôtel. Je suis resté une semaine et demie, je crois que je suis resté 10 jours. Et je me suis formé en fait avec cette société-là qui pensait que moi j'allais accepter. Donc moi dans ma tête, j'étais juste venu prendre Les infos. les infos, enfin vraiment tout ce que je me suis dit, c'est une société qui existe depuis un moment, donc forcément j'avais des choses à apprendre et je me dis, ben, je vais les ramener dans ma région et je vais les appliquer quoi. Et bingo, ouais, il y avait plein de choses que je connaissais pas parce que Paris, Marseille, Lyon, c'était quelque chose qui se faisait depuis plus longtemps. Mais c'est vrai qu'en Alsace et en province en général, c'était pas encore très développé. Et donc ouais, je me suis formé là-bas, je suis revenu, enfin, j'ai commencé à appliquer en fait les codes que eux ils avaient là-bas en Alsace et ouais, la bingo, ça a explosé. Mais comme tu l'as dit, je faisais que de la courte durée. Et en fait, le métier s'est développé plus tard. Moi, je suis resté à peu près parce que je travaillais en parallèle quand même. Hein. Tu sais, il y avait des plateformes qui faisaient ça, mais il n'y en avait pas beaucoup. Il y en avait trois ou quatre grand maximum en Ouais. 2015. Euh, et je travaillais avec eux. Bon, voilà, ça payait bien parce que moi, j'étais dans une zone où il y avait personne. Donc, forcément, ben, c'est l'offre et la demande, c'est toujours pareil. Donc, moi, ouais, je faisais des 4 000, 5 000, 6 000 € par mois. Et les gens le savent. Ça, c'est une réalité. 5 000, 6 000 € avec les plateformes. Mais j'étais tout seul. Tu vois, j'étais tout seul. Je tournais 5 fois par semaine. Enfin, franchement, j'avais les retours et tout. Là, ça a évolué. Avant, on faisait du point A, point B. Après, il y a eu point B, point A. Il y a eu les retours. Mais en fait, si tu veux, le convoyage a beaucoup évolué depuis 2015, que ce soit les clients, comme tu l'as dit, les courtes durées. Après, il y a eu les longues durées. Donc, avec les concessionnaires, les constructeurs, etc., qui s'y sont mis, mais plus tard. Mais au début, ouais, il y avait que quelques typologies de clients. Donc, quand moi, j'ai voulu me lancer seul, d'un moment, j'ai eu l'ambition, au bout entre 6 mois et un an, de me lancer à mon compte. La grosse galère. La grosse galère, pourquoi? Parce que on nous a dit, ouais, enfin, moi, j'entends souvent en 2015, 2016, c'est l'âge d'or. Quel âge d'or? Ouais, c'est vrai, on était bien payé, mais ça dépendait de un où tu. Ouais, t'as fait un hold-up aussi à un moment, hein. Le 1 kilomètre pour combien tu l'avais facturé Ouais, la non, plateforme? franchement, j'avais fait 4 missions de 2 kilomètres. Donc 2 kilomètres chacun, 150 € chacune. Je crois que ouais, je crois en une matinée, j'avais claqué le truc. Et je me rappelle, c'était à Belfort pour la société.
Ouais, la société de train là, Alstom? Alstom, voilà, exactement. Ouais. Et voilà, mais bon, ça c'était une autre époque, tu vois. Ouais, bien sûr. Non, Et mais moi, ça me fait penser à ça quand tu parles des débuts et l'âge d'or. Effectivement, niveau tarif, c'était l'âge d'or. oui, Mais mais c'est toujours pareil, ça dépend où t'étais. Moi, j'étais, par exemple, là, je parlais avec des Parisiens, il y avait déjà de la concurrence et tout. L'âge d'or, en fait, je suis d'accord et pas d'accord. Dans le sens où moi, au niveau des assurances, j'ai galéré. Au niveau des assurances, j'ai galéré. Les gens, ils se rendent pas compte aujourd'hui quand il leur faut une RC Pro, une RC Circulation, les mecs, ils cliquent sur un bouton, ça y est, c'est bon, ils ont quelqu'un au bout du fil. Moi, j'ai galéré dans ma ville. Déjà, ils connaissaient pas. Tous les courtiers ne connaissaient pas. Les assurances, ils connaissaient pas. Et j'ai dû monter à Reims. Après, j'en ai trouvé un à Lyon. Et c'est pas celui qu'on connaît tous aujourd'hui. C'était un autre courtier. Et je payais beaucoup plus cher. C'est-à-dire que moi, je payais 500 euros par mois à l'époque. 500 euros parce ils avaient sorti un produit qui était très spécifique, qui était très peu demandé. C'est toujours pareil, les assurances, quand il y a très peu de demandes, ben, en fait, ils proposent pas, tu vois. En fait, ouais, ouais. c'est pas rentable. C'est que à partir du moment où il y a une certaine demande qui commence à sortir quelque chose. Et moi, j'ai galéré. Et donc, pendant presque 4 mois, ben, j'ai pas pu me mettre à mon compte parce que l'assurance, je l'ai pas trouvé. Et après, j'ai dû aller sur place, ben, signer le contrat. J'avais trouvé à Reims et après, j'ai migré à Lyon. Et après, je suis revenu à Mulhouse m'assurer, mais c'était beaucoup plus tard, tu vois, c'était 4 ans après. Donc les gens, quand ils disent ouais, c'était l'âge d'or, c'était beaucoup plus simple, c'est n'importe quoi. Mais vraiment n'importe quoi, parce que moi, je sais que les premiers mois, déjà, j'étais pas rentable. Pendant 3 4 mois, j'étais pas rentable. Je payais 500 euros mon assurance. Aujourd'hui, on est à peu près, je crois, entre 250 et 300 euros. Alors oui, tu les payes trimestriellement, mais peu importe, ça fait 200, 300 euros par mois. Moi, j'étais à 500 balles, j'étais en déficit pendant 3 ou 4 mois. Pourquoi? Parce que le temps de trouver tes clients, le temps de même au début j'avais un client, mais il m'apportait pas de quoi couvrir en fait si tu veux mon assurance. Je rentrais peut-être trois quarts de la somme je déboursais par rapport à l'assurance. Donc je déboursais peut-être 500, 600 balles et je rentrais 350, 400 balles, tu vois. Ouais, Donc t'avais besoin de volume et je pense que c'est aussi le temps a fait son effet aussi et mine de rien tu te rapprochais du Covid et je trouve que c'est au Covid qu'il y a eu, je fais un petit fast forward, hein, mais qu'il y a eu vraiment ce basculement quand on parlait des agences courte durée, ça commençait tout doucement, tu me diras si j'ai tort, au niveau des flottes d'entreprises, du leasing, tout ça, ça commençait à venir, mais je trouve que ça a vraiment explosé depuis le Covid et c'est un peu dans cette période aussi où tu as fait le basculement, où tu es passé d'un client à un deuxième très gros client, où bah, tu as gagné une dimension, aussi bien en termes de chiffre d'affaires que, je pense, en termes de pensée, et que tu as commencé à reconsidérer. Parce que au début, quand tu étais dedans, moi, je voyais ça un peu comme une activité, un complément, ou enfin voilà. Mais je voyais pas encore ça comme business et j'avais pas l'impression non plus implicitement que tu étais là-dedans. En fait, c'est avec le temps où tu as eu du volume, tu as dû chercher du monde que c'est venu. Et je me souviens, hein, il y a pas mal de fois où tu étais au pied du mur, dire, OK, comment je vais trouver une solution pour prendre le volume. Parce que on te le proposait tellement il n'y avait pas de solution sur le marché. Et tu t'es dit, OK, maintenant, c'est quoi ma solution pour assurer le coût et me démerder jusqu'à ce que j'y arrive à structurer, en fait. ouais, non, mais t'as tout dit. En fait, le truc, les gens ne se rendent pas compte. En fait, pour moi, il y a quatre types de convoyeurs. Il y a le premier qui va faire que les plateformes. Et franchement, pour moi, c'est vraiment un choix. Les gens se plaignent parce qu'aujourd'hui, ça paye pas comme ils voudraient, mais en fait, c'est un choix. Le deuxième, c'est celui qui va chercher ses propres clients. Le troisième, c'est un peu l'effet hybride, c'est-à-dire il a ses propres clients, mais il commence à être un peu débordé et donc il doit déléguer. Et le quatrième, c'est en fait, le type, en fait, il quitte un peu la route. C'est un ancien convoyeur, il connaît le terrain, mais il a décidé il délègue déjà et en fait, il a tellement de volume qu'en fait, il va se consacrer à plus construire. Et donc, il va construire en fait ce qui va se passer sur le terrain. Et dans ce cas-là, en fait, il délègue complètement et il va s'intéresser uniquement à la logistique. Et c'est ce qui s'est passé en fait entre 2015 et 2020. Ça allait extrêmement vite, c'est-à-dire que moi, j'ai gravi les échelons. Ce que moi, j'appelle les quatre profils de chauffeurs convoyeurs.
Et en 2020, ben voilà, Bootlead a été créé. Et c'est là où ben, on s'est rencontrés, où on s'est lancé ensemble parce que ben, mine de rien, quand tu t'arrives à ce niveau, ce que j'appelle le niveau du quatrième convoyeur, euh, ben, tu peux plus faire les choses tout seul. Et justement, c'était peu de temps après le Covid où je t'ai rejoint. Mais la question que je t'ai déjà posée en direct, mais je pense que c'est une bonne question à partager avec ceux qui nous regardent, c'est pourquoi tu m'as demandé de te rejoindre. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, OK, ben maintenant tu viens à temps plein parce qu'on discutait souvent de ça par téléphone. Je me souviens, on était dans la cuisine d'un pote à discuter business alors que les autres allaient jouer à FIFA. Enfin voilà, ou quand on était après une séance de cinéma et que tu me disais, ouais, j'ai décroché ce client, attends, faut que je fasse une facture et tout ça. Et puis tu tournais à l'Excel et il fallait que je te crée des lignes sur Excel et des trucs comme ça. On en était là avant que je te rejoigne à temps plein. Mais je reviens sur cette question. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, OK, maintenant, vas-y. En fait, tu cherches pas quelqu'un qui t'aide, tu cherches un vrai associé. Mais l'associé, il faut qu'il te complète. C'est-à-dire qu'il faut pas prendre quelqu'un parce que t'as une affection pour lui ou parce que c'est quelqu'un qui est proche de toi. En fait, il faut vraiment qu'il t'apporte quelque chose dans le business. Et en fait, moi, je voyais en toi vraiment quelqu'un qui me complétait. Je me suis dit au quotidien, moi, j'ai l'esprit terrain, enfin, j'ai toute cette connaissance et cette expérience. Mais par contre, j'avais plus de mal sur tout ce qui était gestion d'entreprise et vraiment l'expérience de développer en fait une entreprise. Parce que au final, quand tu commences à être à ce niveau, ce que j'appelle le niveau 4 du convoyeur, c'est que tu dois construire ben, en fait, tu dois construire tout ce qui va gérer le terrain. Et là, en fait, tu peux plus improviser. Parce que le terrain, en fait, moi, je me suis construit avec l'expérience, etc. Mais au bout d'un moment, la gestion d'entreprise, c'est autre chose. Et là, il faut vraiment des professionnels. Moi, j'avais senti en toi déjà, t'avais déjà des acquis par rapport à ça. Et je me suis dit, OK, on se complète et je pense qu'on peut aller loin. Et d'ailleurs, ben, je pense que bingo, hein, tu as vu ce que ça a donné par la suite. Je pense que notre rencontre a été. Il y a pas de hasard, j'ai toujours dit. Mais en fait, notre rencontre, ben, il y en a beaucoup qui nous ont dit qu'on était hyper complémentaires. Et ça a donné ce que ça a donné. Tu as vu où on est allé avec Bootlead, quoi. Ouais, absolument. Je me souviens, le commentaire qui était revenu le plus souvent sur notre duo, c'était l'eau et le feu. Et bizarrement, l'eau n'éteignait pas le feu, etc. Mais bizarrement, ça fonctionnait bien. Ouais, j'avais un tempérament un peu plus calme, posé, réfléchi, toi un peu plus justement entrepreneur quelque part, avec beaucoup d'idées et moi les catégoriser, à dire ok, ben on verra ça pour plus tard, c'est pas une mauvaise idée, etc. Mais oui, en fait, et je pense qu'il y a un point qui est important à mettre en avant, c'est que t'avais tu as été plus générateur de vision, mais dans le fond, la vision était commune. Même si sur, on va dire, l'exécution, on discutait beaucoup sur quoi faire à quel moment, l'idée de fond était toujours partagée. Et je pense que ça, c'est vraiment important en tant qu'associé, parce que il y a beaucoup de gens qui, sur le papier, sont complémentaires. On nous disait ça, l'eau et le feu, mais souvent, ça cohabite mal. Et là, parce qu'il y avait cette vision commune, ça a fait que ça a fonctionné déjà en termes de relations professionnelles et de manière de travailler. Mais aussi que sur le fond, bah, ça fonctionne parce que moi, j'étais plus dans la partie structure, notamment RH, à chercher les gens, parce que c'était aussi mon background d'avance et c'était une de mes forces. Il y avait la partie administrative qui était aussi dans mon champ de compétences. Mais en plus de ça, on n'était pas qu'à deux, on s'est quand même entouré d'autres personnes qui avaient d'autres compétences, que ce soit en marketing, en commerce, et ça, c'est vachement important. Et ce qui fait aussi que ben, on est passé d'un chiffre d'affaires que tu avais réussi à faire seul d'ailleurs, mais malheureusement avec un seul client, donc ça c'est extrêmement dangereux. Tu avais fait, je crois, 700 000 sur une année avec un seul client, et on a quand même réussi à passer les deux, presque, t'es pas loin, on les a pas fait, mais presque 2 millions en une année, euh, quelques temps après, en fait, parce qu'on a structuré, parce que aussi on a cherché les bonnes personnes et on a commencé à lever des fonds. Donc voilà, ça c'était toute cette partie-là. Et après, l'idée c'était de multiplier encore la démarche. Et là-dessus, c'est aussi pour ça que tu m'avais cherché. C'était pour commencer à lever ces fonds.
Et la première ronde s'est extrêmement bien passée, bien que ça a été lent, hein, c'est beaucoup plus lent que ce qu'on pense. Notamment aussi, et là je vais te repasser la parole, c'est faire une levée de fonds, ça se fait à côté du business et franchement, c'est pas facile. Déjà, le temps de réponse des interlocuteurs est long et toi, en plus, t'as pas forcément le temps de mettre l'énergie nécessaire au moment T, tel qu'il le faudrait pour que ça se débloque encore plus rapidement. Enfin, je sais pas comment toi t'as vu la chose, mais Ouais, en fait, ouais, c'est sûr que quand on a fait, en fait, les gens déjà se demandaient comment on avait fait autant de CA en fait dans le convoyage. Il faut dire que on avait fait, ben, comme tu as dit, plus de 700 000 euros, mais seul, c'est-à-dire sans aide. Et ensuite, ben, on a rencontré en fait des personnes, euh, normalement un concessionnaire, un top concessionnaire et on va dire quelqu'un qui fait de la mise en relation pour de la vente entre entre particuliers, ouais. particuliers qui a pignon sur rue. Donc on a quand même, en fait, on a de par nos personnalités, notre expérience et on va dire, La vision. ouais, voilà, notre vision, on a su convaincre en fait des personnes stratégiques de nous suivre. Et c'est pour ça qu'on a levé 1 million d'euros et c'est pour ça qu'on a réussi aussi à faire plus de 2 millions d'euros en un peu plus de 2 ans et sur le cumulé à dépasser les 4 millions. Donc les gens se demandent comment on y est arrivé, mais tout simplement parce qu'on a pu convaincre des personnes qui avaient un portefeuille qu'on n'avait pas. Et en fait, ils ont cru en nous, en notre personnalité, en notre vision. Et derrière, on a essayé de se structurer. Je pense que, je vais pas dire que c'est une erreur, on a fait un choix. En fait, si tu veux, on a eu cet argent-là, c'est soit tu structures et dans ce cas-là, on va dire, tu solidifies en fait ce que tu as fait, soit ben, tu passes la deuxième, la troisième, t'accélères en espérant en fait pouvoir dépasser en fait les personnes qui sont devant toi parce qu'il y avait vraiment une troisième place à aller chercher. On en avait déjà discuté Ouais. et on n'en était pas loin, sauf que ben on a fait un choix qui faisait que ben, derrière on devait faire une deuxième levée de fonds qui était nécessaire pour faire pour suivre pour faire avancer la locomotive et voilà, malheureusement, pour cette deuxième levée de fonds, il fallait chercher des investisseurs supplémentaires, qui fait que au dernier moment, ils n'ont pas suivi. Et ce qui se passe dans ces moments-là, c'est que quand tu fais une levée de fonds, en fait, tu investis un argent qui fait que pour continuer à survivre, il faut plus d'argent encore. Et cet argent-là, si c'est pas des investisseurs qui le mettent, toi-même, tu peux pas le mettre. Donc c'est un choix qu'on a fait. C'était soit on structurait, soit en fait on se prenait l'ambition d'aller chercher les meilleurs qui étaient au-dessus de nous et on a fait ce choix-là et malheureusement les investisseurs se sont retirés au dernier moment parce qu'ils pour X raisons ils étaient peut-être pas d'accord, peut-être qu'il y avait quelque chose qui les gênait sur la vision. Tu sais très bien qu'au bout d'un moment nous on était toujours au service des chauffeurs, des convoyeurs. On était l'une des plateformes, on était déjà pas beaucoup de plateformes, on était l'une des plateformes qui payait le mieux. D'ailleurs, tous les convoyeurs plus ou moins pas se battaient, mais en tout cas nous privilégiaient par rapport aux autres quand il y avait des missions. C'est une fierté. Et quant à des investisseurs, malheureusement, cette vision, ils la partagent plus forcément. En tout cas, c'est pas leur priorité. Eux, ils veulent la rentabilité. Nous, on a voulu avoir une vision plus long terme. Et je pense que ils nous l'ont pas dit, mais je pense que ça a peut-être pas matché sur ce côté-là, tu vois. Ouais, il y a ça, mais il y avait aussi, alors c'est pas pour me chercher des excuses, hein, mais il y avait aussi un contexte économique qui faisait qu'on était, il y a des phases hein, dans l'investissement où les fonds d'investissement justement qu'on allait chercher, les partenaires, les investisseurs parfois même privés, sont plus friands ou plus frileux, pardon, justement. Et là, on était dans une phase clairement telle que moi je l'ai perçue, ou je l'ai entendu aussi sur le reste du marché, où ils étaient plus frileux. Donc, il y avait moins d'investissement de manière générale dans les startups parce qu'ils étaient sur une phase où les précédents fonctionnaient moins. En fait, ils ont un peu ces phases-là. Quand une vague fonctionne bien, bah, d'un coup, ils ont un certain portefeuille et les banques parfois qui les soutiennent, les investisseurs privés qui les soutiennent sont prêts à mettre de l'argent sur la table et des fois ils sont moins prêts. Donc ces fonds d'investissement-là dépendent de ça. Et on était dans une phase basse aussi. On était aussi dans une phase où les crises dans la partie automobile se succédaient, que ce soit l'approvisionnement côté Chine avec les conducteurs, que ce soit les problèmes logistiques, notamment en France avec un des groupes phares qui était PSA, qui est devenu Stellantis et qui a
qui a décidé de changer de prestataire pour le stockage et le transport aussi par camion. Euh, il y a eu même des histoires où ils ont perdu les véhicules, etc. Enfin voilà, c'était une période qui était un petit peu particulière aussi, où il y avait la remise en question notamment du statut indépendant, qui posait des questions au niveau juridique à ce moment-là, parce que ça commence à exploser, hein. C'était pas que du côté convoyage, mais même sur justement les activités côté Uber, que ce soit taxi ou livraison de tout ce qui est nourriture, etc. C'était un gros débat à ce moment-là, et je pense que outre le fait de ce que tu as partagé, qui est aussi une différence de vision, parce que effectivement, les investisseurs cherchent une rentabilité assez rapide pour de la revente et ce genre de choses. Et nous, on avait une vision un peu plus à long terme de par notre orientation chauffeur, qui a fait que ça n'a pas forcément matché. Et c'est là où je rebondis et ça fait le pont exactement dans ce moment-là, parce qu'on était en phase de structuration avec la Roadmastery Academy, parce qu'il y a eu la fin de Bootlead, mais l'idée n'est pas arrivée juste après Bootlead, entre guillemets, c'est arrivé pendant, parce qu'on avait un gros challenge en termes de structuration, et un des sujets, ok, tu as la comptabilité, tu as la finance, tu as le marketing, tu as l'organisation terrain, mais juste dans cette partie organisation terrain, il y avait aussi trouver les bons chauffeurs, qui était un gros challenge, et potentiellement, et plus à même d'être des bons chauffeurs, arriver à les éduquer et aussi éduquer parfois des chauffeurs qui sont déjà sur le terrain, mais qui doivent avoir de nouvelles compétences parce que le métier n'a pas cessé d'évoluer, et il continue d'évoluer d'ailleurs, même si aujourd'hui c'est beaucoup professionnalisé, et je pense qu'on a fait une grosse partie du chemin, mais il y a toujours cet enjeu en fait, et qu'on avait, et que les plateformes ont encore d'ailleurs aujourd'hui, qui est de, OK, il faut trouver les meilleurs chauffeurs, il faut les fidéliser, mais il faut aussi répondre aux attentes des clients qui sont démultipliées. Mise en main, livraison à temps en fonction de la catégorie de véhicule, aussi avec une certaine forme d'aisance verbale sur certaines catégories de livraison, des livraisons spécifiques, de l'express, du luxe, ce genre de choses. Tout ça qui avait pas forcément avant, ou qui avait très peu. Euh, voilà, enfin, je sais pas comment toi tu vois la chose, mais moi je trouve que c'était là un petit peu la jeunesse de la Roadmaster Academy, sur laquelle on a basculé à temps plein suite à Bootlead. Mais c'est à ce moment-là qu'on avait aussi les messages des chauffeurs pour nous dire, OK, comment je fais, qu'est-ce qui se passe, j'ai jamais eu cette typologie de mission. Voilà. Ben, en fait, moi, je trouve que notre vision, elle a toujours été différente des autres. Nous, on a compris quand même assez vite qu'on voulait pas rentrer dans cette logique de volume. Parce que de un, la logique de volume entraîne forcément une logique de prix agressif, et on voulait pas rentrer là-dedans. C'est vrai que nos premiers investisseurs, ça là, ils l'avaient compris. Peut-être que les deuxièmes qui ont dû se rajouter, malheureusement, ils n'étaient pas alignés et ça, on n'avait pas anticipé. Et donc, on a été pris l'herbe sous le pied, comme on dit, l'herbe a été coupée sous le pied. Mais on n'a jamais changé nos fusils d'épaule, hein, par rapport à nos chauffeurs. Et c'est pour ça que nos chauffeurs étaient très appréciés. On en avait des réguliers, on avait des ponctuels, mais dans tous les cas, en fait, c'était des gens qui étaient très appréciés. Nos clients connaissaient leurs prénoms, ils voulaient toujours, enfin, ils préféraient les revoir. Donc ça veut dire que, en fait, si tu veux, on avait compris quand même assez rapidement que le métier, c'était pas conduire. Il y avait une expérience client et on était les premiers justement à avoir utilisé cette expression qui, pour moi, a traversé le temps, puisqu'on est 5 ans, 6 ans après, et c'est encore plus d'actualité qu'avant. C'est que aujourd'hui, les convoyeurs sont des ambassadeurs de marque. Ils représentent en fait le client, hein, c'est-à-dire le concessionnaire, la marque, ou qu'importe, chez le client final. Et conduire, en fait, ça fait partie de l'activité, mais ça représente qu'un petit pourcentage. Aujourd'hui, tu sais très bien que la satisfaction client, elle se ressent surtout sur tout ce qui va se passer à côté. Donc, la posture, la communication, la prise en main, si le véhicule il est arrivé lavé, donc les instructions données, enfin, tous ces éléments-là qui font que aujourd'hui, même si tu arrives à l'heure, en fait, c'est pas ça qui va faire que la personne à l'arrivée elle va être satisfaite. Et ça, nous, on l'avait compris. Et c'est pour ça qu'on avait commencé justement à accompagner nos propres convoyeurs au moment de Bootlead pour justement qu'ils montent en fait en satisfaction. Et on y était.
on y était arrivé. Mais malheureusement, en fait, faire ça sur du volume, bah, il te faut forcément, il faut scaler en fait comment dire ça, pas le programme, mais le modèle. Ouais. Et derrière, il faut que ça suive en fait économiquement. Et nous, ben bien sûr, il nous fallait du cash quoi. Et ça, ben les gens, non, ils voulaient suivre un modèle qui était différent, qui n'était pas le nôtre. Donc il y avait une vision qui n'était pas alignée. Et à ce moment-là, ben c'est soit tu suis leur vision et dans ce cas-là, tu tombes un petit peu dans ce qui se faisait déjà, soit en fait tu disais non. Et malheureusement, on a dit non. Et il s'est passé ce qui s'est passé, mais au moins on était fidèle à ce qu'on voulait. On voulait pas non plus laisser nos convoyeurs de côté parce qu'ils avaient fait un gros effort aussi pour se démarquer des autres et c'était pas facile parce que tous les jours c'est un travail assez harassant. Et finalement on s'est dit quoi? Cette méthode-là qu'on a transcrit à nos convoyeurs jusqu'à maintenant, ben pourquoi pas continuer à la transmettre tout simplement? Et c'est là qu'on a réfléchi ensemble et qu'est née en fait la Roadmastery Academy. Ouais, c'est ça. Et puis justement, à partir de ce moment, on était plus focus transmission à 100%. On s'est aussi spécialisé, on est allé plus en profondeur sur comment développer une clientèle parce que justement, les chauffeurs nous priorisaient en tant que plateforme. Après, je dis pas qu'ils n'avaient pas d'autres priorités avec leurs propres clients pour ceux qui en avaient. Malheureusement pour eux, ils étaient rares. Ceux qui avaient plusieurs clients, on va dire, à côté, autres que les plateformes, c'était justement aider ceux qui étaient déjà sur le terrain à un peu se diversifier parce qu'on on les entendait beaucoup qui se je sais que c'est un mauvais mot, mais qui se plaignaient un petit peu des autres plateformes qui payaient pas assez, qui proposaient des tarifs extrêmement agressifs, qui avaient de temps en temps des bonnes missions, mais qui n'étaient pas assez réguliers par rapport à ça. Là où nous, justement, on était plus réguliers sur les tarifs. Et on voyait que certains convoyeurs qui avaient en fait la bonne orientation, le bon mindset, avaient du mal à s'en sortir parce que voilà, étaient limités à des plateformes qui sont très bien en tant que telles, hein, et elles doivent naturellement aussi prendre leur marge sur les missions, mais les tarifs côté client sont parfois limités, notamment avec des questions de volume, hein. C'est aussi des difficultés qu'on avait, nous, en tant que plateforme, de débloquer des clients qui, eux, étaient prêts à mettre le tarif sur la prestation, sachant qu'ils n'avaient jamais aucune, on va dire, sécurité ni garantie que tous les chauffeurs seraient bons avec peu importe quelle plateforme, parce que ça aussi, ça s'est structuré, la manière de sélectionner les chauffeurs, les tests qui leur sont donnés aujourd'hui. Ça n'a pas toujours été les mêmes tests à l'époque et on a dû travailler pas mal dessus aussi. Et c'est à partir de ça qu'on s'est dit, OK, on va aller dans cette direction, on va proposer le système qu'on pensait être juste et qui s'est avéré être juste, dans le sens, maintenant, les tests d'entrée sont quasiment standardisés, pas dans le sens c'est tous les mêmes, mais il y a toujours ces éléments de, OK, est-ce que le chauffeur a un bon passé? Est-ce qu'il est apte à faire le travail? Est-ce qu'il a le bon mindset? C'est des éléments que tu retrouves dans tous les tests, même si sur les particularités des choses changent. Mais c'est ça qui est testé aujourd'hui sur les plateformes et auprès des clients. Est-ce que le chauffeur va faire la différence? Est-ce qu'il répond rapidement? C'est une chose. Mais est-ce qu'il répond bien? Est-ce qu'il est capable de se mettre un peu dans ma peau? Quels sont mes enjeux? Et est-ce qu'il va me représenter? Tu parlais d'ambassadeur, mais c'est des ambassadeurs très particuliers, les chauffeurs aujourd'hui, parce que un ambassadeur, de manière classique, tu penses à un ambassadeur dans le titre, il va représenter un pays. Ok, il représente l'ensemble du pays, mais aujourd'hui, un chauffeur, il va représenter la marque, le revendeur, le concessionnaire ou le vendeur en ligne. Il va représenter la plateforme. Il peut représenter encore un parc de stockage, par exemple. Parce qu'il y a plein d'intermédiaires, en fait, dans le monde de la logistique, et c'est ce qui rend la chose aussi compliquée. Donc, ouais, non, ça, c'est des problèmes qu'on a vus, qu'on a anticipés, entre guillemets, et aujourd'hui, je suis content de voir que ça porte ses fruits et que nos partenaires, nos élèves, quelque part, fonctionnent avec les plateformes, mais aussi en direct avec des clients, et que c'est comme ça qu'ils s'en sortent le mieux et qu'ils arrivent à tourner. Mais ça reste un challenge entrepreneurial, professionnel. Ça demande de l'investissement personnel et aussi de la résilience, parce qu'il y a des jours avec et il y a des jours sans. Heureusement, il y a plus de jours avec quand tu mets les choses en place correctement, mais c'est toujours pareil. C'est une question comment gagner du temps. Et je pense que ici,
on a mis la bonne structure pour gagner un maximum de temps à arriver au résultat qu'ils veulent, tout simplement. Donc voilà. Je sais pas comment toi tu vois la chose. Bah, écoute, quand on a lancé l'accompagnement sur Roadmastery Academy, c'est pas juste une formation comme on peut en avoir des dizaines et des dizaines. On n'était pas là à donner accès à des vidéos et laisser les mecs seuls. Il y a une vraie équipe derrière, et les gens le savent. Moi, je suis un expert terrain, toi, tu es plus dans l'expertise entreprise, donc développement dans tout ce qui est fiscal, administratif, comptabilité, etc. Derrière, c'est que Paul va gérer la relation client et le commercial. On a quelqu'un qui est dans l'automatisation. Donc, en fait, il y a un vrai accompagnement pour les gens qui commencent et qui veulent se développer. Mais surtout, on a partagé notre expérience depuis 10 ans, donc nos erreurs, mais aussi justement comment pouvoir se développer et pas justement être dépendant uniquement des plateformes. En fait, il y a vraiment un accompagnement complet sur le convoyage et on a sorti en fait l'idée que c'est juste conduire. Parce qu'aujourd'hui, conduire, je me répète, mais ça représente un tout petit pourcentage de ce métier. La valeur, elle se retrouve dans tout ce qui est périphérique et ce que j'ai cité avant. Et les gens aujourd'hui, ce qu'ils recherchent, c'est une expérience client. C'est-à-dire que les gens, il faut qu'ils se rappellent de vous en tant que convoyeur et pas sur le véhicule. Parce que si ils retiennent le fait qu'ils ont reçu par exemple un 5008 et que vous êtes complètement passé à travers, c'est-à-dire que vous êtes un numéro, vous êtes un convoyeur parmi d'autres. À partir du moment où ils se disent je veux que un tel revienne, je veux que un tel me relivre, c'est-à-dire que en fait l'expérience client est réussie. Et ça, c'est complètement différent. Et c'est ce que 90% des convoyeurs n'ont pas compris et ne comprennent pas en fait. Et s'ils continuent à penser que le métier c'est conduire, ben dans ce cas-là, ils vont continuer à être mal payés parce que les clients qui cherchent juste quelqu'un qui conduit, ben, il va vous payer en fonction. Et quelqu'un qui cherche une expérience client, il va vous payer en fonction. Et donc, nous, c'est ce qu'on permet de développer, c'est qu'on fait comprendre déjà dans les. En tout cas, si on commencerait de zéro, en fait, c'est que ben, les personnes qui arrivent et qui commencent le métier, ben, on leur fait comprendre tout de suite que le convoyage, c'est une expérience client et c'est pas juste conduire un véhicule d'un point A à un point B. Et quand on dit que c'est pas juste conduire, c'est pas, on parle pas de gérer sa logistique, de gérer ses frais, de gérer sa comptabilité. On leur fait comprendre que chaque mission leur permet en fait de développer celle d'après, que chaque mission a un impact sur celle d'avant et celle d'après, etc. Donc c'est un effet de domino. Et il faut que quand ils arrivent chez le client, les clients se rappellent de eux et pas du véhicule. Donc ça, c'est déjà, en fait, ça, il faut. Le métier a évolué. C'était pas comme il y a 10 ans où avant, on s'en foutait en fait de l'expérience client. On voulait juste que le véhicule il soit livré à domicile, que ce soit chez le particulier ou le professionnel. Mais aujourd'hui, ça, tout le monde peut le faire. À l'époque, c'était innovant. Aujourd'hui, ça l'est plus. Aujourd'hui, ce qui est innovant, c'est qu'on arrive chez le client et que la personne puisse présenter une Tesla, comme elle peut présenter une Hyundai, comme elle peut présenter une BYD, que derrière, en fait, il y a un suivi un petit peu, un SAV, comme on peut en avoir un peu partout, ce que les convoyeurs, en fait, ne comprennent pas, parce que le métier s'arrête pas forcément à la livraison. Derrière, en fait, si vous fêtes un SAV de qualité, ils vont vous rappeler de vous, se rappeler de vous, et vous devenez plus juste un conducteur parmi d'autres. Et ça, c'est une psychologie à se mettre en place, bien sûr, et à appliquer les choses. Maintenant, cette histoire de Roadmastery Academy, elle s'arrête pas là. Parce que comme on a dit, il y a des niveaux de convoyeurs. J'ai toujours dit, plus tu montes en niveau et plus en fait tu vas être rémunéré. Aujourd'hui, les gens, ce qu'ils veulent, c'est être. C'est quand même dingue, mais il y a un moment, faut arrêter de se raconter des conneries. On peut pas être payé. Enfin, quelqu'un qui est sur les plateformes ne peut pas demain être payé aussi bien que quelqu'un qui a ses clients en direct. C'est juste pas possible. Et quelqu'un qui a ses clients en direct ne peut pas demain être payé comme quelqu'un qui est sur le terrain et qui en plus délègue. C'est juste logique. Et en fait, c'est la valeur perçue du métier. Et la valeur perçue du métier aujourd'hui, ben, sur les plateformes, toi, c'est de conduire. Et aujourd'hui, ben, cette valeur perçue, elle est minime. Alors que quand tu commences à être avec tes clients directs, ben, finalement, là, tu te retrouves à te dire, ah ben, je dois gérer la compta. Mais ma propre compta, hein, ben, je te parle pas, moi, des factures qui sont faites par les plateformes en tant que micro et que tu n'as rien à faire. Non, tu dois gérer tes frais, ta compta, ta logistique. Tu dois gérer les accidents.
Et c'est parce que quand tu fais des accidents sur les plateformes, tu appelles et merci, au revoir, c'est pas ma faute ou je sais pas quoi. Tu dois charger ta propre assurance, tu dois gérer ta relation client, tu dois gérer le commercial. Il y a plein de choses en fait à gérer qui fait que tu gères pas en fait quand tu gères sur les plateformes. Et bah, c'est cette valeur perçue qui fait que ben, aujourd'hui, tout ça, la conduite, elle vaut quoi là-dedans? Ben, la conduite, je suis désolé, elle vaut plus que ça valait il y a 10 ans. Donc, ben, en fait, quand tu es sur les plateformes, tu représentes peut-être 10%, 15%, 20% du prix total. Et si tu veux être mieux payé, ben, va trouver tes propres clients et fais ce que tu as à faire. Sauf qu'aujourd'hui, 90% des convoyeurs, est-ce qu'ils veulent le faire? Non. Ils veulent pas le faire. Ils veulent être payés comme ces gens-là, mais sans produire tous ces efforts. Ils veulent pas aller chercher leurs propres clients. Ils veulent pas gérer leur vraie comptabilité. Ils veulent pas gérer leur propre clientèle. Ils veulent pas avoir la relation client. Ils veulent pas avoir tous ces problèmes-là, en fait. Eux, ils livrent le véhicule, puis après, tout ce qui se passe après, ils en veulent pas. Ou tout ce qui se passe avant. Parce que quand on est appelé, quand il y a une notification, par exemple, de mission sur une plateforme pour dire il y a cette mission-là à livrer. Ouais, mais qu'est-ce qui s'est passé avant? Avant, il y a eu une négociation, il y a eu des contrats qui ont été échangés, mais tout ça, ils savent même pas le faire. Ils savent même pas faire des CGV. La plupart, ils savent pas faire des CGV, s'ils savent déjà ce que c'est. Ils savent même pas inclure des clauses. Ils savent même pas négocier un prix parce qu'aujourd'hui, les gens, ils font quoi? Ils négocient un prix au kilomètre, mais ils savent pas le négocier. Et puis, il n'y a pas que le prix au kilomètre. Tu sais très bien qu'il y a plusieurs moyens de négocier son prix. Ça dépend du client que tu as en face, du volume, si c'est une concession, si c'est un loueur lourde durée, courte durée, longue durée. Il y a plein d'éléments comme ça qui font que la plupart, ils savent pas, connaissent pas le métier. Ils pensent que le business, c'est les plateformes. Mais les plateformes font partie du business, ce n'est pas le business. Et donc, pour finir, c'est vrai que je vais aller sur Nexus. Aujourd'hui, beaucoup nous demandent c'est quoi Nexus? Parce qu'au final, on fait la Roadmastery Academy. La Roadmastery Academy, elle s'introduit dans une logique plus large qui est Nexus. Et Nexus, c'est quoi? C'est l'automatisation du business. Parce que quand tu es sur les plateformes, faut pas oublier que la plateforme, elle automatise le business. Toi, tu fais partie de l'automatisation parce que tu conduis le véhicule. Mais quand tu reçois une notification, tu es sur une application. Donc, il y a une automatisation qui s'effectue entre la demande, l'offre, et puis il y a la plateforme qui est entre. Mais quand tu cherches tes propres clients, il faut savoir que ben c'est pareil, le client, comme il y a 10 ans, il est plus maintenant, il a pris en maturité. Et le client, par exemple, je te prends une concession, c'est un exemple. Quand tu vas avoir une concession en tant que convoyeur indépendant, imaginons, ben, le concessionnaire, s'il veut travailler avec toi sur le long terme, je dis pas c'est sûr à 100%, mais si tu veux te démarquer et être sûr de pouvoir être pris, ben, le concessionnaire, il va te dire quoi? Ben ouais, mais moi je travaille avec telle et telle plateforme, j'ai tout automatisé, j'ai un dashboard, j'ai un suivi, en cas de problème, j'ai juste à cliquer sur un bouton, etc. Et les convoyeurs, il n'a pas tout ça, il n'est pas outillé, il n'est pas armé. À l'époque, tu n'avais pas besoin de tout ça, tu appelais le concessionnaire. Moi, c'est ce qui m'est passé à l'époque. J'allais voir les clients en direct et franchement, juste avec une petite application d'état des lieux, ça se faisait. Mais au cours des années, ben, les mecs, ils demandaient à ce que tu sois outillé comme les plateformes. Et c'est normal parce qu'ils se sont habitués. Donc, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas déloger un client, mais à un moment, il te faut un outil. Et c'est là que Nexus intervient. C'est ça la logique Nexus. C'est l'automatisation du business terrain qui est le convoyage automobile. C'est pour ça qu'on a créé Conveo. Conveo, qui est un outil, un SaaS opérationnel qui va automatiser toute la partie terrain du convoyage automobile. Ouais, je te suis là-dessus et on a même cet aspect où on va ben, justement soutenir les convoyeurs à la démarche commerciale parce que c'est vrai que utiliser le canal de l'appel ou aller voir les gens, aujourd'hui, ça suffit plus. C'est comme dans tous les autres business, il faut un vrai processus, un vrai suivi de contact pour justement développer une certaine relation avec les clients, même avant de leur vendre. Et ça peut sembler être une montagne, mais c'est aussi là où est l'opportunité dans le business du convoyage, c'est-à-dire que tout ce que tu décris et le niveau d'attente, c'est pour une certaine catégorie de clients. Tu as plein de typologies de clients qui sont entre deux et qui te permettent de passer les étapes. Et notamment parler des plateformes et de leurs attentes, c'est vrai qu'elles ont des attentes élevées, mais il y a aussi actuellement des convoyeurs qui ne correspondent pas à ces attentes, qui tournent parce qu'il y a besoin de convoyeurs et le marché ne demande qu'avoir des gens corrects qui font bien le taf. Mais faire bien le taf, c'est aussi un certain savoir-faire, savoir-être. Et
là-dessus, il y a l'espace pour les gens, même qui démarrent de zéro, de passer ces étapes, et ils ont le temps de passer ces étapes, parce que il y a des gens qui font pas très bien le travail sur les plateformes, il y a des petits clients, des garages, des acteurs, on va dire, locaux, qui ont envie d'avoir un seul interlocuteur et qui n'ont pas encore besoin d'avoir une structure. Et il y a aussi justement ces concessionnaires qui sont en demande d'acteurs qui sont bien structurés, peut-être pas aussi grands que les plateformes et les plateformes connues qui ont malheureusement un mix, qui d'ailleurs veulent se séparer d'une partie de convoyeurs qui est pas très performant, mais où ils n'ont pas encore assez de choix qualitatifs pour le faire. Et je pense qu'il y a vraiment cet espace pour ceux qui veulent bien faire le travail et aller de l'avant et passer ces étapes à tous les échelons que tu viens de citer, avec, au bout du compte, une solution automatisée, aussi bien au niveau de la structure et du suivi des missions, ça c'est pour le rendu client, que pour l'acquisition en interne pour eux, et qu'ils soient armés en fait. En fait, comme tu l'as dit, c'est une question de positionnement. C'est où tu te positionnes en tant que convoyeur. Alors, pour moi, il y a deux types de positionnement. Il y a le positionnement qualitatif, c'est-à-dire est-ce que tu te dis, OK, moi, j'ai pas trop envie de trop me prendre la tête sur tout ce qui est périphérique à la conduite. Donc, j'ai pas envie de gérer toute la relation client, aller prospecter, faire le suivi. J'ai pas envie de faire une mise en main de qualité. J'ai pas envie de faire un lavage de qualité. Enfin, j'ai pas envie tout simplement de faire tout ça. Dans ce cas-là, en fait, c'est pas un défaut. C'est juste qu'il faut accepter ton positionnement qui fait que ben tu vas conduire. T'aimes conduire, tu vas conduire. Mais dans ce cas-là, te plains pas parce que ta typologie de client va te payer vraiment à la base. C'est comme une pyramide. Tu seras à la base de la pyramide. Il faut l'accepter. Maintenant, si tu veux être payé plus, ben, la pyramide, elle te demande de monter en valeur perçue. Et la valeur perçue, c'est ce que tu veux pas faire en fait en soi de base. Et plus tu vas mettre de valeur perçue ben, à ce que tu fais, ben, plus justement tu vas acquérir une typologie de client qui va te donner plus. Et le truc, c'est que dans la pyramide, ben, il y en a très peu qui veulent monter parce qu'ils n'ont pas envie. Parce qu'ils n'ont pas envie et qu'ils veulent être payés comme quelqu'un qui est en haut de la pyramide. Mais ça ne marche pas comme ça, en fait. Et le truc, c'est que moi, je l'ai compris avec le temps. À l'époque, en fait, tu pouvais. À l'époque, tu pouvais être en bas de la pyramide et être très bien payé. Parce que la pyramide n'était pas aussi évoluée. Mais aujourd'hui, le métier a pris en maturité. Et aujourd'hui, ben, tu es obligé de suivre si tu veux être payé correctement. Donc, il y a ce positionnement-là de un. Et de deux, après, tu as le positionnement individuel. Est-ce que tu veux aller chercher tes propres clients ou pas? Est-ce que tu veux évoluer et là-dessus, c'est pareil, il faut juste être clair avec soi-même. Est-ce que je veux rester sur les plateformes? Mais est-ce que je vais être le meilleur de la plateforme? Ce qui est possible aussi, hein. Il y en a Absolument. combien qui sont sur les plateformes et qui montent juste en qualité et ils se démarquent et ils sont mieux payés que les autres, mais il y a un plafond de verre. Et puis après, tu as ceux qui se disent, OK, je suis le meilleur de la plateforme, mais j'ai envie d'avoir mes propres clients. Dans ce cas-là, il va commencer à chercher ses propres clients. Et là, il commence à casser le plafond de verre, puisque forcément, ben, tu n'as plus d'intermédiaire, mais tu dois gérer les choses qu'on a vues juste avant. C'est ça. Tu as le mec qui reste sur le... Donc ça, c'est ce que j'appelle le niveau 2. Ensuite, ben, le mec, il se dit, il commence à être demandé. Forcément, il fait bien les choses. Donc, l'expérience client, il n'y a personne d'autre qui le fait dans sa région, aussi bien que lui. Derrière, les clients finaux, ils commencent à faire remonter le fait que, ouais, moi, je veux celui-ci, je veux lui, je veux lui, je veux lui. Et au final, ben, qu'est-ce qui se passe? Le client qui lui a donné deux voitures lui en donne 5, 6, 10. Au final, ben, il peut plus faire tout seul. Donc là, il doit faire un choix. Soit il délègue, soit il dit à son client, ah, j'ai pas envie de me prendre la tête. Parce que déléguer, c'est déjà un autre niveau. C'est-à-dire il faut que la personne soit aussi, comment dire, euh, Organisé, et quelle est la structure mentale de se dire, OK, je vais faire confiance à telle et telle personne. Et là, on est déjà, dans l'exemple que tu donnes, dans un cercle restreint. Ça veut dire que tu connais des convoyeurs que tu as vus de visu. Et je rembranche sur la prochaine étape qui est, OK, je vais structurer entre guillemets mon agence, ma plateforme. Et là, tu vas commencer à chercher des gens que tu connais pas par ton réseau potentiellement et par recherche, ou mais annonce. Et ça c'est le là, niveau c'est encore les professionnel. niveaux au-dessus, quoi. Je crois que c'est le niveau, ça c'est le niveau le plus élevé. Là, ils restent au niveau 2. Ils sont très bons
en fait en termes de valeur perçue, mais ils n'ont pas envie de se structurer en termes de société. C'est-à-dire, Ouais, ils restent tout seuls, quoi. Ils sont bons, ils restent. J'en ai vu, moi, j'en ai connu. Et après, j'en ai connu où ils avaient un gars, deux gars. En fait, ils prenaient un peu de mission en plus, ils prenaient leur commission, mais ils n'étaient pas structurés, on va dire, au sens convéo du terme. Euh, et voilà, ça leur convenait. Et puis après, t'as les gars qui en prennent un ou deux, et puis ils prennent goût au truc. Et là, ils voient leur client qui leur dit, OK, bon, je leur ai donné, le client lui en donne 2, 3, 6, 10. Ils voient que finalement, en fait, la qualité reste la même. C'est comme un effet miroir, c'est-à-dire que tes premiers gars que tu prends, ils doivent être aussi bons que toi, sinon ça marche pas. Et c'est là où je t'ai dit, c'est une première étape de déléguer, mais il y a tout un processus parce que être bon, se positionner soi-même. Ensuite, aller chercher ses propres clients, c'est déjà deux choses différentes. Troisième chose, faire que les gars que tu prennes sont aussi bons que toi et qu'ils aient suivi ce même processus. Et ensuite, quatrième étape, c'est tu te retires complètement du terrain et tu structures le truc, mais ça veut dire que tous tes gars, faut qu'ils soient aussi bons que toi tu l'as été pour pas que ça écorche ton image. Et que c'est pour ça qu'on parle d'ambassadeurs de marque. Faut que les mecs soient des ambassadeurs comme toi tu l'as été sur le terrain, mais tu joues un rôle de vrai chef d'entreprise parce que tu dois gérer tes mecs sur le terrain. Mais en plus de ça, tu dois gérer une structure opérationnelle qui s'automatise. Et là, tu dois gérer une équipe parce que derrière, tu commences à prendre un commercial, tu commences à prendre des gens qui vont gérer tes réseaux sociaux, tu vas commencer à gérer quelqu'un qui va gérer l'automatisation, etc., etc. Donc, en fait, c'est des niveaux à passer et que nous, on a tous fait. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on accompagne tous les profils. On accompagne quelqu'un qui veut faire ce métier à temps partiel simplement, spontanément, sur les plateformes, etc. On va lui indiquer comment faire. Quelqu'un qui va vouloir monter en degré, quelqu'un qui va vouloir faire ça tout seul, déléguer et construire en fait sa propre. Et ça, en fait, c'est toutes ces étapes, on les a connues et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ben, on donne satisfaction à la plupart des personnes qui sont rentrées avec nous parce que ben, c'est un niveau d'ambition et des profils qui sont complètement différents. ouais, c'est ça. C'est aussi simple que ça. Ok. Je sais pas ce que je pense qu'on a été assez complet. Ouais. Je sais pas ce que toi t'en penses, même à la vision par rapport à la vision Nexus. C'est vrai que qu'on a créé Nexus, c'était quelque chose de très complet. Et c'est pour ça que tout ce qu'on est en train de dire là, pour moi, Nexus, ça le chapeaute. Oui, Euh, en fait, c'est ce qu'on appelle un écosystème. On a la partie Roadmaster Academy qui va être, si je prends cette image-là, qui est un petit peu le tronc, entre guillemets, parce que il faut une base de la base de ce métier, en fin de compte, ça fait cliché, mais ça reste l'humain, c'est le convoyeur, en fait. C'est la base. Et si cette base n'est, entre guillemets, pas bonne, hein, bonne, c'est une question de perspective. On a dit que certains veulent pas passer certains paliers. Mais justement, quand tu passes certains paliers, tu as des nouveaux challenges et c'est là où, à partir de ce tronc, tu restes à un certain niveau et c'est là où tu n'as pas besoin de forcément de faire de la croissance en tant que telle. Mais ceux qui veulent faire de la croissance, ben, il y a commencé à y avoir des branches. Et ces branches, ben, c'est le marketing, la comptabilité, le commercial, parce que marketing et commercial, c'est pas toujours la même chose. Voilà, mais aussi l'organisation, la logistique, la gestion quotidienne. Pour ça, on a l'outil Conveo qui est un petit peu justement cet outil qui est facturation, mission, terrain. On a aussi les automatisations sur une autre branche qui vont être plus marketing et commercial. Ça, c'est un petit peu les deux grands aspects. Et on a la dernière branche sur laquelle on va travailler encore par la suite. C'est l'aspect où on n'a pas pu aller jusqu'au bout de cette partie-là. C'est le scaling, mais on a tellement baigné dedans que on a fait des erreurs, on sait comment les éviter. Et c'est vraiment décupler la chose pour créer sa propre agence et la mener correctement jusqu'au bout. On est arrivé à ça. Et maintenant, la question, c'est OK, si ceux qui y arrivent veulent se décupler, c'est les prochaines étapes. Et là-dessus, on a aussi un réseau à partager. Donc voilà, il y a plusieurs aspects à partager. Il y a très peu de gens qui le font parce que voilà, si tu commences dans le convoyage, en général, c'est que tu aimes bien la route aussi. Au bout d'un moment, si tu arrives au niveau où tu as ton agence, tu commences à faire que déléguer, tu n'es plus du tout sur la route au bout d'un moment.
parce que tu dois gérer les problèmes au quotidien, tu côtoies la route indirectement, tu connais tous les coins de France parce que tes convoyeurs sont dessus, tu connais toutes les concessions parce que c'est potentiellement des clients ou des clients de clients ou des parties prenantes dans la livraison. Mais ouais, c'est un autre monde. C'est un autre monde et il faut vouloir le faire et pas beaucoup de gens veulent le faire parce que voilà, au bout d'un moment, je reviens sur l'humain, c'est aussi gérer de l'humain et c'est pas toujours facile. Donc ouais, voilà, c'est aussi ça quoi. En fait, c'est un parcours que tu choisis. Et en fait, si tu es aligné avec toi-même, c'est OK. C'est-à-dire que, comme on le dit, c'est un métier qui est accessible à tous, mais qui est pas fait pour tout le monde. C'est différent. Il n'y a pas vraiment de barrière à l'entrée, mais il faut juste savoir où tu te positionnes. Et c'est pour ça qu'on fait le point tout de suite avec les gens, parce qu'on a besoin de savoir où ils se positionnent. Et oui, ils sont tous intéressés par le convoyage, mais pas de la même façon. Donc c'est sûr que tu peux pas venir avec une ambition d'agence, avec quelqu'un qui veut juste rester, qui veut faire ça à temps partiel. Ça n'a pas Ouais, de sens. clairement, Et tu peux clairement. pas vendre quelque chose, tu peux pas vendre on va dire un parcours plateforme à quelqu'un qui a des ambitions économiques qui dépassent un certain plafond. Donc c'est toujours pareil, ça dépend où la personne se positionne et en fonction du curseur qu'il va mettre, ben nous on va s'adapter, on va l'accompagner. Et c'est pour ça qu'on a des résultats en fait avec la plupart parce que ben, on sait où ils veulent aller, tout simplement. Si tu peux pas accompagner quelqu'un sur un positionnement précis, c'est pas la peine. Mais comme on a connu toutes les étapes, ben forcément, ben ça match. Et même aujourd'hui commercialement, aujourd'hui, on le dit souvent. Si les gens veulent évoluer, c'est plus coup de carte de visite. Oui, tu dois en avoir dans la poche, mais aller dans les endroits déposer une carte de visite, on le sait, on le martèle, ça sert plus à rien. Aujourd'hui, il faut automatiser les choses. C'est pour ça qu'on a mis des professionnels là-dessus. On est sur des projets aussi qui vont sortir. On peut pas en parler maintenant, mais c'est quelque chose qui va révolutionner le convoyage. Mais la phrase qu'on a et qui nous définit le plus, c'est le bon message à la bonne personne au bon moment. Ouais, c'est ça. Et en fait, c'est une phrase qui définit tout. Les gens qui nous écouteront, ils auront qu'à cogiter dessus. Mais et aujourd'hui, la personne, en fait, il faut aller la chercher, pas quand il est en réunion, pas quand il est en train de manger, pas quand il est en train de discuter avec sa femme. J'abuse, tu vois. Mais c'est un peu ça. En fait, tu vas le déranger. Et si tu le déranges, tu as déjà perdu, en fait. Et un convoyage, en fait, la personne, elle en a besoin à un certain moment. Et il faut être là au bon moment. Ouais. Donc, toi, quand tu vas venir prendre ta voiture ou prendre ton téléphone et l'appeler ou déposer ta carte de visite, qu'est-ce qu'on sait que c'est le bon moment? Qu'est-ce qu'on sait que c'est la bonne personne? Tu sais pas, en fait. Et, euh, et aujourd'hui, l'IA et l'automatisation, comme nous, on l'utilise, en fait, si on avait eu ça il y a quelques années avec Bouygues, on aurait tout défoncé. Mais malheureusement, c'est sorti plus tard. Aujourd'hui, on l'utilise dans le convoyage. Donc, tu vois, tu mets l'expérience, tu mets notre parcours, donc notre légitimité, tu mets ce qu'on a vécu. À ça, tu mets en plus le développement ben, d'une équipe qui est complètement dédiée à chaque personne. Parce qu'au final, quand la personne, elle nous rejoint, elle a quoi? Elle a un mentor terrain. Elle a un mentor pour tout ce qui est développement d'entreprise. Donc, tout ce qui va toucher l'entreprise, la personne, elle ne sera pas paumée. Elle a une personne qui est dédiée pour la relation client et le commerce. Et en plus, on a quelqu'un qui automatise les choses, qui va lui mettre à disposition des outils. Franchement, c'est cadeau, tu vois. Bah, en fait, c'est là où je rebondis sur cette partie-là, c'est que tout ça, on l'a découvert. Il y a certains sujets où on a fait un jackpot, on a tout de suite réussi du premier coup. Il y a des endroits où toi, avant que je te rejoigne, ça a été difficile. Je sais que ça a été parfois compliqué de s'y remettre parce que voilà, faut accuser le coup des fois de certains problèmes, certaines choses. Et même quand on était ensemble, bah voilà, on a fait une ou deux erreurs de casting, on s'est trompé sur un système. Aujourd'hui, on est fort de ces erreurs aussi, et aussi bah, justement des réussites. Hein. Tu fais pas 4 millions si tu fais tout faux, mais on est fort de ces erreurs aussi dans le sens, bah, on a la bonne personne pour le commercial, on a la bonne personne pour la structure d'automatisation. On a appris aussi de qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut pas faire sur la partie structure d'entreprise. Donc oui, là, on est armé pour bien justement accompagner les gens et éviter qu'ils baissent les bras à un moment qui peut être clé.
Et certains, on a connu certains qui étaient bien lancés, qui se sont complètement arrêtés, justement parce ils ont encaissé des coups durs auxquels ils ont dû faire face seuls. On l'a appris après coup. Et ça, c'est vraiment dommage parce que, en fait, tu peux te l'éviter. Tu peux vraiment te l'éviter. Et je pense que c'est là où on peut éviter beaucoup de choses. Même si il y a certaines choses que tu dois apprendre sur le terrain et il y a des erreurs que, entre guillemets, tu feras et tu dois faire. Parce que, voilà, c'est comme un enfant. Tu peux pas, il faut qu'il fasse ses erreurs. Et même si des fois tu dis, OK, tu peux l'éviter, de temps en temps, il faut le laisser parcourir la chose pour qu'il comprenne concrètement ce qui se passe. Et il faut faire face au terrain, en fait, tout simplement. Tu peux pas tout prévenir non plus. Mais il y a il y a des choses que de par notre expérience, enfin, tu peux t'éviter de prendre un mur de frontal à 80 km/h, quoi. Ah non, mais Voilà, quoi. ça c'est certain. C'est toujours pareil, c'est ce que cherchent les gens. Et puis le convoyage, c'est pas. Alors oui, certes, c'est conduire, mais ça c'est tellement diversifié. Hein, je vais pas revenir dessus, mais en termes de positionnement, de valeur, d'évolution, mais même en termes de niche, c'est vrai qu'on n'est pas allé dessus. Mais aujourd'hui, on a des gens qu'on accompagne qui sont dans des niches complètement différentes. T'as des gens qui vont plus être dans l'international et donc dans l'importation, donc qui vont travailler avec des importateurs. Il y en a qui vont plus être dans le poids lourd, donc dans le convoyage de poids lourd. Il y en a qui vont être plus dans le convoyage, on va dire semi-luxe, donc sur des valeurs de véhicules qui seront plus élevées que la moyenne. Il y en a, ils vont se spécialiser dans l'express. Donc voilà, ils vont répondre sous des missions de moins de 24 heures qui vont être payées beaucoup mieux. Euh, En fait, c'est ça aussi les différents types de profils. C'est pas, c'est tellement varié en fait sur le positionnement, sur la valeur, sur la niche et tout ça en fait nous on maîtrise parce qu'on a traversé le temps, parce qu'on a vu justement on a évolué aussi avec le convoyage et on s'est pas laissé happer par ce qu'était le convoyage avant. Mais on s'est aligné avec ce que c'est aujourd'hui. Et d'ailleurs, on nous disait à l'époque, j'ai trouvé un prestataire qui évolue avec mes attentes. Moi, je me rappelle quand on nous avait dit ça. En fait, j'ai enfin trouvé un convoyeur, enfin on va dire une équipe de convoyeurs qui évolue avec mes attentes. Parce que déjà à l'époque, le convoyage évoluait et qu'il fallait répondre en fait à l'évolution des attentes, des besoins des clients. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on fait avec le marché, en fait, tout simplement. On évalue le marché de comment il évolue, quelles sont les bonnes opportunités, et on les propose en fait à ceux avec qui on discute. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a une vraie communauté d'entraide. Euh, les gens échangent entre eux et permettent justement de pas uniquement rester dans leur coin avec leurs propres clients, mais de pouvoir justement apprendre l'un de l'autre, de se découvrir sur des régions qui sont complètement différentes aussi. Et franchement, ça c'est top. On peut en citer, mais que ce soit Sabrina, Emmanuel ou d'autres hein, qui sont dans des régions qui sont complètement différentes et dont les témoignages seront partagés d'ailleurs. Mais franchement, c'est des parcours qui sont inspirants et je pense qu'aujourd'hui, ils regrettent pas du tout, tu vois. Donc, je pense de part de tout ce qu'on a vécu, j'aime pas dire nos erreurs. Je pense qu'on en a fait. Euh, notre- non, en fait, je pense que le tournant a été quand on a fait notre levée de fonds Ouais, et qu'on a ouais, décidé clairement. d'accélérer au lieu de structurer. C'était un choix. Ça aurait pu peut-être, ça serait mieux passé. En fait, peut-être qu'on serait encore en top 3 plateformes au sommet et on serait là en train de se faire déchirer par les convoyeurs, Il y a en- il y a des chances, hein. Après, moi, j'ai entendu qu'il y a pas mal de. Parce que, tu sais, on a encore nos contacts, hein, qu'il y a des plateformes qui ont développé partiellement une certaine idée qu'on avait, l'autre. Enfin, là, c'est la preuve qu'on allait dans le bon sens. Maintenant, des fois, c'est, tu parlais de bons moments, bonnes personnes pour le développement commercial, bah, c'est la même chose pour l'entreprise de manière générale, hein. Voilà, à ce moment-là, ça s'est pas fait. Et puis il y en a d'autres qui ont pu passer le cap pour diverses raisons et qui le font aujourd'hui. Donc, on n'était peut-être pas au bon moment sur certains sujets et en Ouais, avance sur d'autres. Voilà, et c'est comme ça. je pense que avec ce qu'on sait, ouais, qu'on peut pas dire, mais c'est et parce qu'on échange encore avec pas mal de gens du secteur, que ce soit les plateformes, les clients, etc. Il y a des valeurs aujourd'hui qu'on partage et qui n'étaient pas d'actualité il y a quelques années en arrière.
C'est On comme ça était, que je te veux. voilà, on n'était pas dans, je pense qu'on était peut-être pas dans le bon timing et peut-être que les investisseurs aussi ils avaient pas cette vision au bon moment. Je pense que, comme tu as dit, à l'époque, c'était la course au volume et nous, on était sur une course à un positionnement. C'était différent. Et je pense qu'on aurait pu avoir un destin différent, mais ce qui est certain, c'est que on a toujours été fidèle à nos valeurs, notre parcours et on n'a jamais voulu en fait mettre en porte-à-faux nos convoyeurs parce que on était parti avec eux avec une vision commune et on pouvait pas en fait tout casser du jour au lendemain pour une levée de fonds. Tu vois, c'était inconcevable en fait. On aurait dirigé une société qui nous en fait qui nous aurait pas correspondu, c'est ça? Ouais, ouais, c'est ça. En fait, sur le long terme. Donc au final, on serait quand même allé dans le mur parce que diriger une société qui a pas tes valeurs, ça sert à rien. Tu Non, enfin, ça devient une charge mentale quotidienne et ça vaut pas le coup. Mais heureusement, on a les solutions même aux problèmes les plus cocasses. Parce que c'est vrai qu'on a été très sérieux jusqu'à présent, mais je sais pas pourquoi ça m'est revenu. Mais je me souviens de la fois où tu avais un chauffeur qui s'est présenté un tongs chez un client, pas par manque de professionnalisme, par surprofessionnalisme, mais par manque de solutions bis. Je me souviens qu'il était sorti de la voiture à la livraison et qu'il avait marché dans un excrément et pour pas se présenter au comptoir avec, il a acheté des tongs dans le commerce d'à vois. Ouais, côté. je te jure, c'est vrai. Ça, c'était magnifique. Mais d'ailleurs, Ça tuait. je te jure, il faudrait qu'on se fasse je vais pas dire Une compilation? Tu ouais, veux un faire une bêtisier, tu vois. ouais, un Un bêtisier. bêtisier, parce que franchement, on en a trop. Je pense que les gens ne croiraient même pas. Et je pense que les gens qui nous regardent, je suis sûr qu'il y en a je suis sûr qu'il y en a qui de l'époque boutiste qui doivent regarder et, et qui doivent se sentir concernés parce que franchement, on en a eu des histoires, mais je crois que c'est à peine incroyable. Mais on va pas les déballer ici parce qu'il faudrait qu'on fasse un épisode dessus. Mais ça serait intéressant de faire d'autres sujets. D'ailleurs, on en a quelques-uns en tête. Et puis quelques surprises qui vont venir cette année, notamment sur l'automatisation, parce que on va mettre un bon coup de fouet au métier, choses sur lesquelles on réfléchit depuis déjà quelques temps et qui sont en préparation. Donc, va falloir que les gens nous suivent. Donc, que les gens nous suivent, s'abonnent et like surtout, parce que voilà, je vais pas dire qu'on le mérite, je vais pas dire ça, mais je pense qu'on a beaucoup de choses à leur partager. J'espère que la valeur qu'on leur donne, on va dire, leur plaît et leur apporte quelque chose au quotidien. Et puis, c'est toujours intéressant d'échanger avec des nouveaux et des anciens convoyeurs qui ont une vision peut-être différente. On accepte aussi que les gens soient pas d'accord avec nous. Ouais, Ça, bien il n'y a sûr. pas de problème. Mais voilà, nous, on accepte aussi le fait que les personnes veulent pas forcément se positionner ou avoir une vision qui évolue. Et, et c'est OK, tu vois, il n'y a pas de problème. Chacun voit le métier comme il veut. Mais après, il y a des clichés qui ont la vie dure et je pense on va faire un épisode dessus pour qu'on puisse en discuter parce que dire que le convoyage aujourd'hui, ça paie pas, franchement, je trouve que c'est un peu être de mauvaise foi, tu vois. Ouais, mais si tu reviens, et je pense que c'est peut-être le mot qui va clôturer de mon côté, mais ça paye pas. Oui, si tu te limites aux premières missions que tu trouves et que tu passes pas le palier et que tu vois, en fait, si tu vois que la surface, c'est vrai il y a des missions qui payent mal, mais il y a aussi d'autres missions qui payent bien, et ça, peu importe chez qui, qu'on parle plateforme ou en direct. Alors en direct, ça paye encore beaucoup mieux. Mais oui, il y a pas toutes les missions ne sont pas des bonnes missions. Et ça aussi, faut savoir les choisir. C'est un des challenges du convoyage. Et encore une fois, c'est peu importe à quel niveau tu es, plus tu montes, plus tu es entrepreneur, mais même déjà au début. Enfin, tu gères ton temps, tu gères ton planning, tu gères les missions que tu prends ou que tu prends pas. Voilà, faut savoir parfois s'investir sur des missions moins intéressantes au début pour débloquer les meilleures par la suite. Bref, voilà, pour moi, je pense que ça clôture bien la chose. C'est Mm. avoir l'esprit entrepreneur, rester au fait des choses. Et je reviens là-dessus, mais une vision. Nous, on a la nôtre pour accompagner les gens. Maintenant, il faut que chacune des personnes qui se lancent là-dedans ait sa propre vision de là où il veut aller, là où il veut s'arrêter aussi. Parce que des fois, quand tu es entraîné, faut savoir dire non. C'est pas toujours facile non plus. Enfin Ouais, bref. c'est sûr.
Bon, écoute, Kevin, c'était cool. Je pense que c'était un petit retour dans le passé. Et c'était une discussion assez sympa. Je trouve que on a partagé quelque chose qui on parle pas forcément beaucoup. On a une vision en fait affirmée et assez clivante, donc on sait que ça plaît ou ça plaît pas, mais au moins ça fera réagir, c'est le principal. Et puis voilà, on se retrouvera dans un nouveau sujet clivant, comme on dit. Ouais, bien sûr. Bah, le but, c'est que un maximum de personnes y trouvent leur compte et ceux qui trouvent pas leur compte ben, font leur chemin, il n'y a pas de souci. Ça marche. Vas-y mec, on se tient au jus et puis à la prochaine. Ouais, à bientôt. Ciao, ciao. Allez, ciao.